Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'accueille Salomé qui va nous partager son expérience en tant que spécialiste du régime cétogène. Comme il y a beaucoup de choses à dire, on prévoit de faire une série de plusieurs vidéos et il y aura aussi des lives grâce auxquels vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Alors comme vous le savez, je prône une alimentation omnivore qui est composée de produits bruts de qualité, de saison et locaux au maximum. Mais bon, omnivore, ça ne veut pas dire qu'on peut consommer tout en grande quantité. C'est d'ailleurs pour cette raison que je pratique depuis de nombreuses années une alimentation à tendance low carb, donc c'est-à-dire pauvre en glucides. Donc concrètement, j'ai supprimé de mon quotidien les féculents, mais je continue à manger en été des fruits. Je consomme tous les jours une grande variété de légumes crus et cuits, avec des protéines animales de qualité et du bon gras. Et cela ne m'empêche pas, de temps en temps, de savourer un repas plaisir avec un peu de féculents et du bon fromage. Alors, à force d'entendre parler du régime cétogène, j'ai décidé de le tester. Pour le moment, j'en suis au démarrage, mais François, lui, il a pris un petit peu d'avance sur moi et il a une alimentation cétogène depuis maintenant quelques mois. Je vais donc pouvoir vous partager tout ça dans de prochaines vidéos. Alors, mon expérience et ma pratique m'ont montré que la plupart des gens consomment trop, voire beaucoup trop de glucides. Alors, les glucides, c'est quoi? On a déjà les glucides complexes, donc tout ce qui contient de la farine, pain, pâtes, riz, pommes de terre, les lentilles, les haricots, les légumineuses, etc. Et puis on a les glucides simples, donc tout ce qui a un goût sucré, alors tout ce qu'il y a dans le petit déjeuner généralement, de la confiture, du miel, des céréales du petit déjeuner, le jus d'orange. On a également les sucreries, les desserts, les biscuits, les gâteaux, les encas sucrés. On a aussi les fruits, les jus de fruits, les glaces, les sodas. Je vous conseille donc naturellement de diminuer votre consommation d'aliments riches en glucides. Et comme vous savez, on n'est pas tous égaux. Certaines personnes vont pouvoir manger plus de glucides, comme par exemple les plus sportifs ou les personnes qui ont un travail très physique, alors que d'autres, pour être en bonne santé, devront se limiter à de plus faibles quantités, ce qui leur permettra de passer soit en régime low carb, soit en régime cétogène. Et ça tombe bien, puisque Salomé est là pour nous parler de tout ça. Bonjour Salomé. Bonjour. Tu es en ligne. Oui, bonjour à tous. Merci à tous d'être ici. Merci David de m'accueillir sur ta chaîne. Donc, je suis Salomé, j'ai 34 ans. Je suis naturopathe spécialisée en troubles du métabolisme et mes principaux outils sont les alimentations réduites en glucides. J'en suis arrivée là par un parcours moi-même où j'ai rencontré des problèmes de santé qui m'ont amené à de l'anorexie sévère où j'ai failli y laisser la vie. Et c'est grâce aux alimentations réduites en glucides que j'ai réussi à remettre sur pied un corps et un esprit. Parce que je tiens juste à mentionner que mon parcours a toujours été vers l'apprentissage, l'enseignement et le partage. Mais de par ma condition d'autiste Asperger, dont je n'étais pas au courant, j'avais une certaine façon d'envisager le sens de la vie. Et c'est à partir du moment où j'ai adopté une alimentation réduite en glucides, stricte pour ma part carnivore, que je me suis devenue celle que j'ai toujours rêvé. Je suis enfin bien dans mon corps et dans ma tête. Quand je suis tombée sur ta vidéo, David, sur l'alimentation cétogène, j'ai trouvé ça génial qu'on mette en avant une alimentation qui est décriée, qui est critiquée, parce qu'elle est très souvent incomprise. Et je me suis permis de te laisser un message pour déjà te remercier. Et puis pour te proposer, si ça t'intéressait, si ça intéressait ta communauté, d'aller plus loin dans la pratique, la théorie, le vécu également, le mien comme celui des gens que j'accompagne, puisque je coach beaucoup de personnes. Et tu as acquiescé et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Super. Bon, alors, on a prévu de vous parler de tout un tas de choses. Donc c'est Salomé qui va mener tout ça. On ne sait pas encore combien il va y avoir de vidéos, donc on va voir. Le but c'est quand même de faire des vidéos qui soient pas trop longues pour que ça reste quand même intéressant à écouter. Et je pense que là, comme on est dans la théorie, une vidéo d'une demi-heure ce sera déjà pas mal. Donc on va voir à mesure qu'on avance. En tout cas, on va démarrer tout de suite. Alors, écoute Salomé, je te laisse démarrer ça. On va suivre notre petit plan, enfin plutôt le plan que tu as réalisé pour faire ces vidéos. Et voilà. On va dire que le démarrage, quand j'ai voulu du coup transmettre les informations par rapport aux alimentations réduites en glucides, alors dans mon quotidien en tant que coach, évidemment que je passe pas par tout ça.
puisque j'accompagne sur la problématique particulière de la personne. Elle veut perdre du poids, elle veut régler une hypothyroïdie. Donc, j'aborde pas l'alimentation sous la fenêtre qu'on va aborder aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose une transmission de connaissances pour comprendre la logique des alimentations réduites en glucides. Donc, première chose, et ça, c'est une des premières questions que je me suis posée au moment où j'estimais que l'alimentation que je pratiquais, ou du moins, je me demandais pourquoi je mange ce que je mange, à l'époque où je mangeais l'alimentation traditionnelle, je me disais, comment on sait ce qu'il faut manger? Comment on sait quelle quantité? Qu'est-ce qu'il faut prioriser dans son assiette, en fait, pour se sentir bien, pour ne pas prendre de poids, pour pas être stressé, pour bien dormir? Donc, pour vous transmettre la base de la connaissance, c'est très simple, il faut simplement comprendre de quoi est fait l'assiette. Le corps a besoin de 3 sources de macronutriments. Je ne sais pas si David t'en a déjà discuté sur ta chaîne des macronutriments, glucides, protéines, lipides, j'imagine. En tout cas, tu l'as abordé. Oui. J'espère que les gens ont conscience quand même de ces 3 macronutriments. J'espère. Hein. En tout cas, les gens qui me suivent depuis un petit moment, j'espère. Oui. Les macronutriments, de manière très simple, c'est les glucides. Donc, on a le sucre qui est au goût sucré. Donc, on va avoir les fruits, le saccharose, on va avoir les bonbons, des choses comme ça. On va avoir également le sucre, les glucides qui sont non sucrés. Donc, c'est tout ce qui est amidon. Donc, on va avoir les pâtes, les pommes de terre, le riz, tout ce qui va être axé sur les céréales ou les racines amidonnées. Ensuite, on va avoir les protéines qui sont les sources carnées, le poisson, les œufs. Pour moi, en tout cas dans une alimentation hypo-inflammatoire, et on y viendra, je pense, dans une autre vidéo, pour axer sur l'alimentation hypo-inflammatoire. Parce qu'on peut faire toutes les alimentations sous forme d'inflammatoire, sans le savoir, et il faut savoir comment faire pour faire de l'hypo-inflammatoire. En tout cas, pour une alimentation hypo-inflammatoire, c'est au moins des protéines animales. On ne se nourrit que de protéines animales du fait de la biodisponibilité et de l'absence de lectine et d'acide phytique. Mais bon, ça, on en reparlera. Donc, les protéines, ce sont les viandes, les poissons, les œufs. Et enfin, les lipides, les matières grasses. Donc, les matières grasses, ça va être le beurre, la crème. On va avoir effectivement le jaune d'œuf, par exemple, le poisson gras, l'huile d'olive. Et ce sont ces 3 macronutriments qui vont composer notre alimentation. Dans ces 3 macronutriments, nous avons seulement 2 sources de carburant qui vont être les glucides et les lipides. Les protéines ne sont aucunement des sources de carburant, car lorsqu'on va venir taper dans la protéine, donc on appelle ça taper dans le muscle pour fournir de l'énergie, en fait, on va transformer la protéine en glucose. Donc, au final, on revient sur les glucides. Donc, on a bien 2 sources d'énergie. Un apport de protéines, en fonction des besoins, c'est la structure de l'organisme. Et tout ce qui va être énergie, on va soit augmenter son carburant de sucre pour réduire son carburant de lipides, ou inversement. Dans les alimentations réduites en glucides, on a décidé qu'on allait privilégier le gras plutôt que les glucides, pour des raisons multiples au niveau de la santé, mais on ne va pas l'aborder tout de suite, mais voici la logique. Alimentation réduite en glucides, on va être entre 0 g de glucides, donc aucun apport de végétaux, aucun apport de riz, aucun apport de céréales, rien qui possède des glucides, à 100 g de glucides, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer un peu de pommes de terre, un peu de pâtes, un peu de fruits, tout ça. Et dans cette large fenêtre de 0 à 100 g de glucides, on va venir apporter entre 1 g par kilo de poids de corps de lipides à 2 g, voire 3 g. Et en fait, on va venir jouer sur ces 2 échelles et on va du coup aller vers du carnivore pour aller ensuite vers du low carb. Certains vont jouer avec l'un et l'autre, certains vont être dans un seul, comme moi, je suis dans du carnivore. Quand tu parles de glucides, de 100 g de glucides, on est bien d'accord que tu ne parles pas de 100 g d'aliments riches en glucides. Non, je parle bien de glucides et de... On est d'accord. Hein, donc oui. Ça veut dire que 100 g par exemple 100 g de pommes de terre, elles vont contenir je ne sais pas combien, peut-être 20 g de glucides. Voilà, donc ne confondez pas les 100 g de glucides purs avec 100 g d'un aliment riche en glucides. Pour les protéines, là, tu disais 1 g par kilo de poids, évidemment protéines pures. Quand vous voulez avoir l'équivalent en viande, vous multipliez à peu près par 4. Hein, en tout cas pour ce qui est de la viande, du poisson, pas les œufs, parce que évidemment le problème des œufs, c'est que on a 2 fois moins de protéines dans 100 g d'œufs que dans 100 g de viande. Pourquoi ? Parce que c'est riche en eau en fait. Hein. Je te laisse poursuivre. Donc une fois qu'on a conscience de ça, on va, dans la logique des choses, venir déjà, oui, c'est parfois compliqué quand on se lance dans ce type d'alimentation parce qu'on va être obligé de calculer. Pas toute sa vie, mais à un moment donné, de faire un état des lieux. Combien je consomme, moi, aujourd'hui, au quotidien ?
pour venir nous voir un peu si on est à 300 grammes. Une alimentation traditionnelle, c'est autour des 250, 300, certains 400 grammes de glucides par jour, et on s'en rend pas compte du tout. Donc l'objectif, c'est de venir voir un peu où on en est et venir doucement réduire vers au moins 100 grammes de glucides assimilés par jour pour venir rentrer dans la famille des alimentations réduites en glucides. Et bien évidemment, tout ça en fonction de son objectif de santé. Chacun va avoir des objectifs différents. Moi, aujourd'hui, je suis en alimentation carnivore, 0 g de glucides. Alors, petit disclaimer, 0 g de glucides, ça n'existe pas. Dans les œufs, on a 0,5 g de glucides. Dans les abats, on en a aussi. Dans le sang, on en a. Donc, en fait, il n'y a jamais 0 g, mais on appelle ça un régime sans résidus. En fait, c'est une alimentation sans apport de glucides d'origine végétale. Donc, moi, je suis en carnivore parce que je veux une cétose très haute. On en parlera un petit peu après de la cétose. C'est les bienfaits de l'alimentation cétogénique, en fait. Mais certains pourront très bien se satisfaire et atteindre leur objectif poids, leur objectif santé, simplement avec 80 grammes ou 100 grammes de glucides. Très bien. Juste petite précision. Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose une alimentation qui contient un tout petit peu de glucides sous forme animale, même s'il y a 0,5% de glucides dans les œufs, un petit peu dans le foie, comme j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une actu. La différence, c'est que les glucides des végétaux, ils sont accompagnés d'autres choses, et ces autres choses, ce sont des lectines notamment, qui peuvent poser problème, qu'on va pas retrouver dans ces produits animaux. Donc la différence, elle est quand même importante. Il y a glucides et glucides. Voilà, petite parenthèse fermée. Moi, je la réouvre, ta parenthèse, dans l'autre sens. Et c'est très important parce que j'ai beaucoup de personnes en alimentation cétogène, et il y en a peut-être dans ta communauté qui sont en alimentation cétogène. Et du coup, je fais une autre petite parenthèse. Quand vous allez analyser vos aliments pour voir la quantité de glucides, et protéines et lipides, vous allez sur SICAL, sur le répertoire national des aliments. Beaucoup de personnes utilisent ce logiciel, on va dire, pour faire le point sur leur alimentation. Et lorsqu'elles vont être amenées à consommer des aliments, elles vont se fier à SICAL et voir que, mon Dieu, dans des crevettes, il y a 4, 5, 6 grammes de glucides. Mon Dieu, c'est énorme pour le repas cétogène. On est toujours sur, je parle du cétogène. Moi, un repas cétogène, je conseille maximum 5 grammes de glucides. Et il y a certains abats ou certains crustacés qui sont déjà à 6 grammes. Et on pourrait se dire, mince, c'est trop. Mais comme vient de le dire David, ou dans dans les glucides des aliments végétaux, il y a aussi des lectines et des acides phytiques. On va avoir au contraire dans les sources carnées, même possédant des glucides, généralement des oligoéléments. On va venir nourrir la thyroïde, on va venir se charger en magnésium, en cofacteur de la mitochondrie, donc le fonctionnement du métabolisme. Et ces glucides, même s'ils étaient à 6 grammes et que vous m'aviez mangé 150 grammes de foie de veau, par exemple, ça va de toute façon booster votre métabolisme. Donc moi, c'est ce que je dis toujours à mes coachés. Si vous devez faire un focus sur le nombre de glucides de votre journée, vous vous arrêtez à tout ce qui est végétal. Vous ne vous occupez pas de ce qui est animal. Hormis les aliments inflammatoires comme le fromage, les yaourts, les sources de glucides issus des produits laitiers. Mais le glucide en lui-même d'un produit 100% carné, on ne s'en occupe pas. Petite parenthèse, c'est vrai que quand moi je parle des protéines animales, le produit laitier n'en fait pas partie. Quand je conseille un repas avec une source de protéines animales, c'est une viande, alors de la viande rouge, de la viande blanche, de la volaille, tout ce qu'on veut, du poisson, des crustacés, des œufs. Le produit laitier, pour moi, ça reste un aliment plaisir. Donc ça fait pas partie des protéines animales que je conseille, d'autant plus que la plupart des produits laitiers ne sont pas complets en termes de protéines. Il faut savoir que quand on fait un fromage, vous allez faire cailler le lait, vous allez jeter le petit lait qui contient certaines protéines, et dans le fromage, vous allez concentrer essentiellement la caséine. Et du coup, on a un produit en termes de protéines, donc le fromage par exemple, qui est moins complet que le lait. On va pas rentrer dans les détails des produits laitiers, mais voilà. Pour moi, le produit laitier, ça reste un aliment plaisir, et puis il n'y a qu'à regarder quand est-ce qu'on le mange. Le produit laitier, on le mange à la fin du repas ou en dessert. Donc, et généralement, quand on a déjà plus faim. C'est juste par plaisir qu'on mange du fromage ou en dessert. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, en fait, je l'inculque dès le début de mon accompagnement. Tout simplement parce que, encore une fois,
Tout à l'heure, je parlais de SICAL, que les personnes vont vouloir aller voir combien elles consomment. Elles vont aller voir, du coup, combien il y a de glucides. Et ben, c'est la même idée. Quand elles vont venir répertorier leurs aliments dans leur journée et qu'elles vont avoir vu qu'elles ont mangé des fromages, et que moi, par exemple, je leur ai recommandé de manger 20 grammes de protéines assimilées par repas, si elles viennent manger du fromage, forcément, il va y avoir plus de protéines. Et elles vont se mettre à faire quoi? À réduire la quantité de viande. Sauf que, comme tu l'as dit, la protéine n'est pas du tout de bonne qualité. Cet aliment est inflammatoire, crée des inflammations. Et celui qui fait pas attention à l'aspect hypo-inflammatoire de l'alimentation va avoir tendance à intégrer à chaque repas une source de fromage parce que ça fait partie de ses macros en protéines. Et donc, moi, je dis bien toujours que la protéine, c'est toujours viande, poisson, crustacés, que la matière grasse, c'est bien une matière grasse ajoutée, comme du beurre, du ghee, de la graisse de porc, et que le fromage, c'est un plus de 1 à 3 fois par semaine, et ça ne rentre même pas dans le calcul des macronutriments, parce qu'on n'est pas des machines et que c'est pas grave si on augmente de temps en temps ces quantités, mais on peut pas se baser dessus pour faire ce que j'appelle son squelette alimentaire. Je poursuis sur la deuxième étape. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté, alors tu disais que je menais, mais c'est une réflexion. Une réflexion que je me suis faite à l'époque où j'étais perdue dans mon alimentation, c'est pour ça que j'ai envie de vous partager tout ça et que j'ai trouvé ma voie, ma place et qu'aujourd'hui je changerai plus d'alimentation et en carnivore, je suis parfaitement bien. Maintenant qu'on sait qu'on a les macronutriments, c'est comprendre comment ça fonctionne. Je sais pas si David a déjà entendu cette phrase et si même vous, dans la vidéo, vous avez déjà entendu que le sucre était, en tout cas le glucose, était le carburant préféré du cerveau. Tout simplement parce que selon les études, et ça c'est une vérité, c'est le premier carburant qui est utilisé. Mais c'est tout simplement le premier carburant parce que c'est un carburant qui est toxique. Si vous êtes dans votre cuisine et que vous faites tomber un torchon par terre et que de l'autre côté, votre four prend feu, est-ce que vous allez ramasser le torchon qui est tombé par terre ou éteindre le feu du four? C'est la même chose. Quand on apporte des graisses et des glucides à notre corps, il va forcément aller vers l'urgence et l'urgence, c'est le glucose, c'est les glucides. Voilà pourquoi on dit que c'est le carburant privilégié, mais parce qu'en fait, c'est le plus urgent à traiter. Parce que dans notre corps, dans la totalité de notre organisme aujourd'hui, de la tête aux pieds de chacun d'entre vous, si vous êtes plus ou moins en bonne santé, on a presque pas tout à fait une cuillère à café de sucre. Et quand on suit une alimentation traditionnelle, on se retrouve très rapidement avec 100 grammes de sucre d'un coup fourni à l'organisme. Donc, imaginez la montagne. On a une cuillère à café de sucre dans le corps et lui, il en veut pas beaucoup plus et on vient lui apporter un pot. Il va falloir traiter ça rapidement pour pas créer des lésions de glyco-oxydation. Donc, c'est pour ça qu'on va, dans la priorité oxydative, brûler d'abord le sucre et une fois que le taux est revenu à la normale, on va pouvoir ensuite basculer sur les corps gras. Enfin, tu me diras, David, ce que t'en penses. Il y a quand même une certaine... on brûle toujours l'un et l'autre. En vérité, c'est jamais que l'un ou que l'autre. Mais le carburant privilégié dans un apport de sucre, c'est toujours le sucre. On en parlera. Alors j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais il faut quand même que les gens aient conscience que la consommation de glucides qu'on a aujourd'hui, qui paraît normale, en tout cas dans la plupart des pays, pas dans tous les pays évidemment, il y a encore des peuples primitifs, des chasseurs-cueilleurs, hyper rare, mais ça existe encore. Il faut savoir que à l'échelle de l'humanité, c'est une goutte d'eau. Si on considère que l'humain, il a à peu près 2,5 millions d'années, dites-moi, pendant 2,5 millions d'années, pendant combien de temps l'humain a mangé autant de sucre? Ça va être du 0,00001%. C'est une goutte d'eau. En fait, on se rend pas compte. Il y a déjà quelques centaines d'années, vous vous doutez bien que le sucre, on n'en consommait pas autant. Rien que il y a 100 ans, la consommation de sucre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc imaginez il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 1 million d'années. Cette normalité, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les nutritionnistes, les diététiciens, enfin les médecins nutritionnistes et les diététiciens, nous rabâchent toujours la même chose en nous disant que le cerveau, il a besoin de sucre, le cerveau a besoin de à peu près 150 grammes de sucre par jour, qu'on ne peut pas vivre sans sucre. Mais moi, je leur dis,
Ok, mais il a fait comment l'humain pendant 2,5 millions d'années quand il n'y avait pas les petits gâteaux, les pommes de terre, les frites, les pains, les pâtes, etc. Il a fait comment en fait? Eh ben, il a mangé ce qu'il y avait et ce qu'il y avait majoritairement, notamment en Europe et encore pire pendant les ères glaciaires, il a mangé en majorité à peu près 80% de sa consommation, c'était des produits animaux, parce qu'il n'y avait rien d'autre en fait, tout simplement. Donc on arrête avec cette normalité de c'est normal de manger 50% de glucides. Non, c'est pas normal. C'est juste qu'on fait ça depuis quelques dizaines d'années et encore, dans certains pays, c'est en train de baisser. Hein. On est passé de 50 à un peu moins de 50 dans certains pays. Donc ça change lentement, mais en tout cas, dites-vous que c'est pas du tout normal de consommer autant de glucides. Oui, et je vais aborder dans pas longtemps les différentes alimentations réduites en glucides qui font mon quotidien dans mes coachings. Mais pourquoi bon, moi je prône l'alimentation cétogène qui est pour moi l'alimentation la plus santé. Le carnivore, c'est encore autre chose. C'est très bien, mais c'est peut-être très extrême pour certains et on n'est pas du tout obligé d'aller jusque-là. Pourquoi l'alimentation réduite en glucides cétogène pour moi devrait être vraiment démocratisée et remise à sa juste valeur, hein. Elle n'écrase pas les autres, mais pourquoi, à mes yeux, elle est plus importante? Parce que, comme je le disais, aujourd'hui, dans votre sang circule 5 grammes de sucre, une cuillère à café. Quand on est en alimentation cétogène, on apporte 5 grammes de sucre par repas. On double. C'est déjà, c'est pas grand chose. D'ailleurs, le corps s'en sort très bien et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une bonne alimentation. Mais il y a une certaine logique. On vient doubler la quantité et le corps va mettre 1 heure pour traiter tout ça. Sauf que quand on vient apporter 100 grammes, il va mettre quasiment une demi-journée, voire plus. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui souffrent de diabète, de troubles du sommeil, parce qu'on a une glycémie encore élevée le soir. Donc pour moi, c'est l'alimentation la plus logique. On a 5 grammes de sucre dans le sang, on s'apporte 5 grammes de sucre par repas, le corps en 1 heure, il a traité ça, et on repart ensuite sur un corps qui fonctionne sur le gras qu'il a stocké. Parce que nous sommes des mammifères, nous sommes faits pour stocker notre énergie, nous ne sommes pas faits pour nous la donner H24 par l'alimentation. On pourrait passer des journées et des journées sans manger, sans mourir. Mais le problème, c'est qu'avec cet apport de sucre que le corps ne sait pas gérer parce que c'est trop toxique et c'est très compliqué à conserver, à rendre biodisponible, on se retrouve à stocker du gras qui devient, lui, bloqué dans nos cellules de par la sursécrétion d'insuline. Et c'est en ça que je voudrais terminer sur les priorités oxydatives. On vient à brûler le sucre d'abord, mais le sucre, pour être consommé, a besoin d'insuline. Une hormone sécrétée par le pancréas, lequel est un organe. Un organe, ce n'est pas infaillible. Ça a une date de naissance et une date de péremption. Et en fait, plus on va venir l'utiliser au fil du temps, plus on va venir les fatiguer et l'épuiser. Et on va très vite se retrouver à 50, 60 ans avec une défaillance pancréatique. Soit on a développé un diabète de type 1 appelé diabète LADA, soit on développe un diabète de type 2. Et on devrait, normalement, nos organes sont faits pour nous accompagner jusqu'au bout de notre vie. Et donc, c'est pour ça que venir utiliser un mécanisme qui nous donnerait de l'énergie en venant faire appel à un organe qui n'a pas vocation à travailler si dur, bah déjà, il y a un souci dans le fonctionnement et dans les choix qu'on peut faire. Comme je vous l'ai dit, au niveau des apports en carburant, on a soit les glucides, soit les lipides. Le grand avantage des lipides, c'est qu'il n'a pas besoin d'insuline. Lorsque vous avez une absence d'insuline dans le sang, ce qui veut dire que le sucre que vous vous êtes apporté sur le repas d'avant a été complètement traité, utilisé, rangé dans le foie ou stocké dans les cellules adipeuses. Il n'y a plus de sucre dans le sang, donc il n'y a plus d'insuline. Il n'y a plus besoin d'avoir un élément qui vient traiter le sucre, puisqu'il y en a à la bonne dose. Eh ben, on va pouvoir basculer sur les corps gras. Corps gras qui n'ont pas besoin d'insuline pour être brûlés. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une source de carburant qui est biodisponible, à la condition de ne pas souffrir de résistance à l'insuline, puisque ça voudrait dire qu'il y a de l'insuline dans le sang, mais à la condition qu'il n'y ait plus d'insuline, le gras est libéré et libéré et libéré. Donc on a un flot continu d'énergie, on peut passer des moments, des journées entières à travailler d'arrache-pied sans ressentir de fatigue, de fringales, d'étourdissement, de troubles de la mémoire, et arriver le soir, commencer à ressentir la faim, mais sachant qu'il n'y a pas eu de grandes variations et de pics et de descentes de glycémie puisqu'il a été rangé et remplacé par une autre source de carburant infinie, cette source de carburant est infinie, on se retrouve avec une sérénité dans notre vie, dans nos choix, dans nos actes et je dirais même dans nos choix alimentaires. Aujourd'hui, les gens qui se tournent beaucoup vers les aliments très sucrés, très gras, le fast-food, le plat de pâtes au beurre, ce sont des gens en fait qui sont en carence
de gras qui sont en carence nutritionnelle et qui souffrent de pics de glycémie, chute de glycémie qui donnent envie de manger. Et l'avantage de décider que sa priorité oxydative soit le gras, et donc les alimentations réduites en glucides, on s'assure une sérénité face à nos comportements alimentaires et nos performances physiques et cognitives. Alors je vais donner une petite image pour que les gens comprennent bien. Imaginez que vous vouliez chauffer, je sais pas moi, chauffer un plat, hein, et vous avez un petit tuyau de gaz pour chauffer votre plat. Voilà, une petite chaudière à gaz. Et ben dans un cas, vous avez l'équivalent d'une chaudière qui contient des milliers de litres de carburant, et puis dans l'autre cas, vous allez avoir l'équivalent d'un petit briquet. Et les glucides, c'est le petit briquet. C'est que nos réserves de glucides, elles sont faibles. On a en moyenne 24 heures de réserve en glucides, et encore, les gens qui ont une alimentation riche en glucides se rendent compte que s'ils sautent un repas, mais ça va être le problème. Combien de gens me disent mais moi je peux pas sauter le petit déjeuner, c'est pas possible, je vais m'évanouir. Mais vous vous rendez compte la faiblesse métabolique de la personne qui n'est même pas capable de sauter un petit déjeuner, alors que dans le monde il y a des personnes qui crèvent de faim. C'est quand même grave. Donc l'alimentation riche en glucides, un des gros problèmes, c'est le fait qu'on a peu de glucides en réserve et qu'on doit en amener continuellement. Alors que le gras, même quelqu'un de mince comme moi, j'ai a priori quelques semaines faciles de réserve de gras. Si je devais jeûner, je pourrais jeûner sans risquer ma vie pendant quelques semaines. Alors quelques, c'est pas 8, hein, je sais pas combien, mais en tout cas quelques semaines sans problème pour quelqu'un de mince. Je vous parle même pas des personnes en surpoids. J'avais dit ça à mon beau-père. J'avais dit, toi, t'as plusieurs mois faciles de carburant dans ton corps. Il avait pas trop aimé. Mais voilà, il faut comprendre la grande différence, elle est là. Et c'est vrai que autant avec les glucides, vous devez apporter régulièrement votre carburant, autant avec le gras, comme vous en avez dans votre corps, eh ben en fait, vous voyez pas en fait. C'est pour ça que quand on suit un régime cétogène, la faim qu'on ressent quand on a une alimentation glucodépendante, cette faim c'est plus du tout la même chose. La faim, généralement, on peut l'avoir le matin, le premier repas, et puis ensuite on n'a plus. Parce que le corps, il voit bien qu'il y a des réserves, il n'y a pas l'insuline qui bloque l'accès à ces réserves, enfin il n'y a pas une élévation excessive de l'insuline qui bloque l'accès aux réserves, donc il va puiser comme il a fait pendant des millions d'années, il va puiser dans les réserves qu'il y a, tout simplement. Exactement. Et j'ajouterais là-dessus un petit peu de biochimie, sans même parler de carence en glucose et donc de faim, sur quelqu'un qui est glucogénique et qui sauterait un repas. Quand vous allez vous apporter une certaine dose de glucides et quand vous allez vous apporter la même dose de lipides en grammes, on va peut-être s'apporter à les 10 et 10, il faut savoir que une molécule de glucose apporte à l'organisme 36 ATP. L'ATP, c'est ce qui va fournir l'énergie, c'est vraiment la flamme. Elle va sortir de votre mitochondrie, l'usine électrique, c'est ce qui va faire l'énergie. Avec une molécule de glucose, on produit 36 ATP. Avec une molécule de cétone, la cétone, c'est la métabolisation du gras. On a transformé l'acide gras en carburant. Donc au final, moi, quand je vous dis que vous fonctionnez sur le gras, au final, on fonctionne sur les cétones. Mais on y viendra après. Juste pour vous dire qu'une molécule de glucose, c'est 36 ATP et une molécule de cétone, c'est 108. Donc en fait, pour un même apport en quantité, déjà, vous pouvez fonctionner quasiment 3 fois plus longtemps. Donc, c'est très... j'entends souvent que l'alimentation cétogène, c'est on mange beaucoup de calories, voire on mange plus de viande, plus de gras, et c'est beaucoup plus énergivore pour la planète. Mais en fait, on vient à manger 3 fois moins parce qu'on a 3 fois plus d'énergie pour le même apport. Et quand je dis 3 fois moins, c'est d'un point de vue biochimique par rapport à cet ATP. Mais en réalité, c'est bien plus parce que quand vous n'avez plus d'énergie apportée par votre alimentation, ces fameux 108 ATP par exemple, en fait, vous basculez sur votre propre gras. Vous êtes votre propre générateur. Donc en fait, on pourrait multiplier par 6 la quantité d'aliments réduite en fait pour la même qualité d'énergie, voire même meilleure énergie fournie. Tout à fait. Alors après, il y a la propreté du carburant qui entre en ligne de compte. Quand on brûle du sucre, c'est pas la même chose que quand on brûle du gras. Et puis il y a tous les aspects autour de la faim, par exemple, qui font que ce qu'on remarque, c'est que les gens autour de nous, depuis des dizaines d'années,
ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent, donc ça veut dire qu'ils mangent trop. Donc ça veut dire que l'alimentation riche en glucides les amène à manger trop, ils grossissent, ils mangent plus que ce dont ils ont besoin. Quand on suit une alimentation cétogène, carnivore cétogène, on mincit. Ça veut dire que on mange, on arrive à manger selon nos besoins, voire un petit peu moins si on avait un excès de poids. Et la différence, elle est énorme. Moi, je trouve ça hallucinant que ça pose pas de problème aux gens de voir qu'avec une alimentation normale, la majorité des gens grossissent, et l'alimentation qu'on propose ce soir aujourd'hui, c'est une alimentation qui permet de réguler sa faim. Mais ça change tout en fait. C'est le jour et la nuit en fait. On se rend pas compte. La plupart des gens qui donnent un avis sur le régime cétogène et qui ne l'ont pas testé, ils ont un mauvais avis. Ils se rendent pas compte que la différence elle est énorme. Cette faim qui vous prend et qui vous oblige à manger au-delà de votre faim, c'est un vrai problème pour tous les gens qui veulent perdre du poids. Ils auront lutté toute leur vie contre cette faim et ils vont y perdre. En fait, la majeure partie des gens, 99,9% des gens, perdent parce que la faim elle est toujours plus forte. En régime cétogène, on n'a plus de combat. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus à lutter contre la faim. On est capable de manger juste ce dont notre corps a besoin. Oui, et pourquoi moi je suis naturopathe coach aujourd'hui? Parce que j'ai à cœur d'accompagner toutes les femmes qui souffrent de surpoids. Parce qu'en fait, quand on suit une alimentation glucidique depuis sa naissance et qu'on a 40, 50, 60 ans, on est devenu, par notre alimentation riche en glucides, qui est venue fatiguer notre pancréas, comme je l'ai dit tout à l'heure, encrasser nos mitochondries, en plus une alimentation souvent riche en huile végétale, colza, voire même margarine, le poison ultime, on vient endommager ce système et on se transforme. Non pas en quelqu'un qui mange trop, en fait. On se transforme en quelqu'un qui, quoi qu'il mange, ça se stocke. On se transforme en une machine à stocker, mais c'est comme si ce qu'on avait mangé, on le mettait pas dans notre frigo pour aller le chercher, on le met dans la cave. On le met dans un endroit inaccessible. Donc, en fait, à chaque fois que vous venez manger quelque chose à partir d'une alimentation glucidique en situation de résistance à l'insuline due à un passé très lourd en régime, en alimentation riche en sucre et en huile végétale polyinsaturée, voire trans, on va se transformer en prison pour gras. Et on va venir stocker. Pourquoi on a faim? On a faim parce qu'on n'a pas d'énergie disponible. On ne sait pas consommer le gras. On n'arrive pas à déstocker notre gras, donc on a besoin d'une alimentation qui arrive par la bouche et les glucides. Sauf qu'encore une fois, on brûle un peu d'énergie et on stocke. Et moi, ça me fend le cœur de voir ces femmes qui se battent contre un mur d'acier. Quand en fait la solution, et c'est une parfaite transition par rapport aux troubles de la priorité oxydative, c'est que l'objectif, c'est absolument pas de réduire les calories. Ça n'aurait pas de sens. Vous n'avez déjà pas suffisamment de calories en fait, parce que ce que vous mangez, vous le stockez. Vous ne vous le donnez pas en fait à brûler. Ce qu'il faut, c'est le combat ultime de ma vie, c'est l'insuline. À partir du moment où vous décidez de mettre le doigt sur le coupable et de réduire votre sécrétion d'insuline, vous allez redonner accès à votre gras stocké. Vous allez manger moins, parce que vous serez rassasié d'une réserve énergétique que vous avez déjà. Et le seul moyen de réduire l'insuline, c'est de réduire les glucides. Et donc, c'est pour ça que je suis spécialisée dans les alimentations réduites en glucides, que ce soit de 100 grammes, parce qu'il y a des personnes, ça suffirait, mais chez d'autres, il faudra descendre à 40, à 30, à 20. Donc, à partir de 20, on passe en alimentation cétogène. Et chez certains, il faudra aller en carnivore pour inverser cette résistance à l'insuline appelée diabète de type 2 et redonner accès à ces réelles sensations de faim et de satiété. Faut le dire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à vous flageller, de vous dire je suis faible et je manque de motivation. Non, c'est biochimique. Vous n'avez pas accès, vous mourrez de faim. Vos cellules sont affamées en fait, donc c'est normal. Et vous n'arrivez pas à déstocker. Donc c'est à travers ce dysfonctionnement mitochondrial que je viens travailler en réduisant les glucides et en vous aidant à perdre du poids le plus facilement possible, sereinement et bien évidemment avec une alimentation qui permet la satiété. Il n'y a pas de régime amaigrissant dans les alimentations réduites en glucides. Alors l'image que je pourrais donner, c'est parce que tu parlais de comme si on mettait les réserves à la cave, on met chaque petit excédent calorique, parce qu'évidemment la prise de poids elle se fait généralement sur des dizaines d'années.
Alors maintenant, ça va plus vite parce que quand je vois des jeunes de 20, 25 qui ont déjà, surtout les mecs, une petite bouée, je me dis, ils ont pris de l'avance sur leurs aînés. Mais c'est comme si chaque excédent calorique, vous le mettez à la cave, vous fermez à double tour, et quand vous voulez aller chercher ce que vous avez mis de côté, que normalement vous devriez brûler dès que y a une petite baisse, dès que votre corps a besoin de calories, c'est fermé à double tour, vous n'y avez pas accès. Donc c'est pour ça que votre corps il vous demande encore des calories. Vous en avez en stock, mais vous n'y avez pas accès. Encore des calories. Et pourquoi vous n'y avez pas accès? Eh ben, comme Salomé vient de le dire, eh ben, c'est parce que l'insuline, c'est elle qui vous bloque l'accès à cette réserve d'énergie qui est stockée dans votre cave. Donc c'est ça le problème. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Exactement. Et je tiendrai à mentionner un autre fléau de notre alimentation qui est beaucoup trop prôné par nos agences de santé et beaucoup trop vu comme magnifique au niveau de l'alimentation, c'est le fruit. Et j'aimerais mettre l'accent sur le fructose. Il faut bien se rendre compte que le fructose n'est pas un glucide comme les autres. Le glucose, il va passer dans le sang. Donc, le glucose, c'est la moitié de... Le saccharose, le sucre de table, c'est 50% fructose, 50% saccharose, 50% glucose, pardon. Le problème du fructose pur ou même du saccharose à moitié, on va dire, c'est qu'on pense que c'est un sucre naturel. Sauf qu'en fait, un sucre tel qu'on l'entend, c'est un sucre qui se retrouve dans le sang, qui va être brûlé en tant que sucre et qui va être stocké sous forme de gras lorsque non utilisé. Le fameux excès calorique, comme tu venais de le mentionner. Mais le danger qui n'est dit nulle part, c'est que le fructose est incapable d'être consommé de la sorte. On ne peut pas brûler du fructose dans la mitochondrie. On va opérer ce qu'on appelle le fat switch. Quand vous allez consommer du fructose, des fruits, des sodas aromatisés au fructose, des bonbons au fructose, tout ce que vous voulez qui possède du fructose, le fructose va être traité dans le foie pour être transformé en gras, pour ensuite être utilisé sous forme de néoglucogénèse, c'est-à-dire on récupère du gras qu'on retransforme en sucre pour l'utiliser sous forme de sucre. Le problème, c'est que comme on vient de l'évoquer, si vous êtes résistant à l'insuline, que vous n'avez pas accès à vos réserves, votre fructose, il se retrouve dans le foie sous forme de gras, appelé triglycérides, et vous n'y avez pas accès. Donc au final, donner des jus de fruits, des fruits, et de consommer des aliments riches en fructose, c'est comme gaver le foie d'un canard. Vos enfants, et c'est ça que je trouve le plus triste, parce que ce qui m'attriste, c'est que les parents pensent tellement bien faire, en fait. Je ne blâme personne. Mais le jus de fruits du 8 heures, le jus de fruits du 16 heures, c'est du fructose. Et on est en train d'engraisser un foie, mais c'est pas de l'énergie qu'on est en train de donner à son organisme. Et il n'y a rien de pire parce que tout vient de là. À partir du moment où le foie devient gras, c'est une résistance à l'insuline. Et tu parlais tout à l'heure des gamins de 25 ans, mais il y en a à 10 ans. Le foie gras du soda, ben c'est ça en fait. Et on a des enfants à 5, 8, 10 ans qui en sont déjà de la bouée, voire qui sont obèses, tout simplement parce qu'on pense que les fruits sont des sucres naturels. Tout à fait d'accord. Alors le fructose, c'est un peu mon combat. J'ai mangé beaucoup de fruits dans ma vie. J'ai un jardin avec plein d'arbres fruitiers que François a plantés. Là, il se dit, bon, en plus lui, il est à fond dans le régime cétogène, donc les fruits, il n'en a pas du tout mangé cet été. Et je me suis rendu compte que ces fruits étaient à l'origine de ma dyshydrose, qui est une sorte d'eczéma. Donc c'est un vrai problème, le fructose. Et je suis un peu ambivalent parce que je dis que le fructose c'est un problème, mais je dis aussi que je mange des fruits. Je mange des fruits, alors en saison évidemment, j'en mange pas en hiver. Et il faut quand même se rendre compte que quand on parle de métabolisme de quelque chose, quand on dit que le corps va devoir métaboliser le fructose en triglycérides et ensuite de devoir retransformer ça éventuellement en glucose, chaque étape demande de l'énergie. Il faut que vous ayez conscience que c'est un très mauvais carburant, c'est le pire carburant, le fructose, parce que déjà il nous demande beaucoup d'énergie. Vous imaginez, vous mangez des pommes de terre. Les pommes de terre, ce sont juste, enfin, ça contient de l'amidon, et les amidons, c'est juste des molécules de glucose collées les unes aux autres. Quand vous digérez vos pommes de terre, vous avez du glucose qui rentre dans le sang, et ça, vous pouvez l'utiliser directement comme carburant. Le fructose, vous allez devoir dépenser de l'énergie pour pouvoir l'utiliser. Donc, il n'y a pas pire, en fait. Il n'y a pas pire. Donc voilà, bon, après, il y a plein de problèmes avec le fructose. Si moi,
quand je mange des fruits, j'ai de la dyshydrose, donc une sorte d'eczéma, c'est qu'il y a quelque chose. Mon corps, il essaie d'expulser. Alors la dyshydrose, ça fait des petites pustules qui à un moment donné suintent. Mon corps, il essaie d'éliminer quelque chose qu'il aime pas dans les fruits. Et ce quelque chose, eh ben, je l'ai pas quand je mange, par exemple, des pommes de terre. Ça me fait pas ça quand je mange beaucoup de glucides complexes, donc qui ne contiennent pas du tout de fructose, ça ne contient que du glucose. Ça me le fait que quand je mange des fruits. Voilà, donc c'est vrai que le fructose, c'est un vrai problème. Alors évidemment, j'entends certains me dire on peut en manger un petit peu. Oui, vous pouvez en manger un petit peu, mais ce que Salomé vient de dire, c'est la tendance actuelle où on a des jeunes qui ne sont plus capables de boire de l'eau, qui boivent des sodas ou des jus de fruits. On a des parents bien intentionnés qui ont peur que leur petit estomac sur pattes de 6 ans tombe d'inanition parce qu'il n'a pas eu sa collation à 10 heures, parce qu'il n'a pas eu son goûter. Et du coup, en fait, on a des jeunes qui sont perfusés au fructose, c'est-à-dire à ce qu'il y a dans tout ce qui contient du saccharose, donc du sucre, dans ce qu'il y a dans les fruits, dans les sodas, et puis dans les jus de fruits. Voilà. Donc, c'est un vrai problème. Donc, un petit peu oui, quand c'est la saison, en fonction de ce que notre corps est capable de métaboliser. Mais par contre, là, le un petit peu, les gens, ils l'ont dépassé, mais de loin. Donc c'est vrai qu'il y a du boulot. Oui, et si on en revient à la quantité, parce que je pense qu'il y en a qui se demandent, oui, mais combien? En fait, nos ancêtres, ils consommaient au maximum, parce que ils avaient accès à ça, en fait, à peu près 10 grammes de fructose par jour, en fait, dans les belles saisons. Ils en consommaient pas beaucoup plus, parce que les fruits de l'époque étaient beaucoup moins sucrés, elles étaient beaucoup plus âpres, beaucoup plus fibreuses. Donc, en fait, ils venaient consommer 10 grammes de fructose par jour, avec tout ce qu'il y a avec les fibres, avec les micronutriments, les oligo-éléments. Aujourd'hui, le problème, c'est que le fructose, dans des analyses récentes que j'ai faites sur le sujet, en France, on est à x30 par rapport à cette époque. Aux États-Unis, ils sont à x80. Mais généralement, c'est que ce fructose, il arrive avec quoi? En fait, vous allez voir, regardez sur vos emballages de biscuits industriels, il y aura écrit fructose. Donc, c'est toujours arrivé avec des farines raffinées, des huiles raffinées. Donc, c'est un melting pot d'hypo-inflammation. Donc, on peut même pas vraiment comparer le fructose d'avant et le fructose de maintenant. Si j'avais un conseil à vous donner, et c'est celui que je donne dans mes coachings, consommez un fruit par jour, il n'y a pas de problème en fait. Consommez un fruit par jour, vous ne serez pas en cétogène, vous serez en low carb avec un fruit par jour et bien sûr un apport modéré en féculents à côté. J'en viendrai juste après pour vous parler des différentes alimentations. Mais le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous consommez du fructose dans le pain de mie, dans tous les plats préparés que vous verrez derrière qui a marqué fructose. Parce que ce goût sucré, il va être mélangé à un goût salé, il va être mélangé à un gras, c'est ce qu'on appelle le point de félicité. Le point de félicité, c'est le goût presque umami, sauf que les umami, les Asiatiques, eux, ils l'ont trouvé à travers quelque chose d'un peu plus sain. C'est souvent le soja qui donne ce côté un peu umami. C'est pour que vous y retourniez. Vous verrez que le fructose, en fait, vous en avez partout. Et vous avez très vite d'arriver à x30, en fait, sans même avoir mangé 30 fruits, en fait. On va finir cette vidéo-là. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on conclue? Et puis, on va passer ensuite à la prochaine vidéo. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Alors, sur cette première introduction, je dirais que si je devais résumer ce qu'on vient d'aborder, c'est que vous avez dans votre organisme 3 apports essentiels dans votre alimentation. Le premier, ce n'est pas un carburant, c'est une structure, c'est ce qui fait votre peau, vos cheveux, vos ongles, c'est ce qui fait vos cellules. Ça va être tout ce qui va être protéiné. Celle-ci, ça doit être présent dans chacune de vos assiettes. Vous devez, à l'œil nu, voir soit du poisson, soit de la viande, soit des œufs. Si vous ne voyez pas ça, c'est que l'aliment est transformé et déjà on dévie vers des aliments inflammatoires. Donc première chose, protéines, il faut que je la voie dans mon assiette à chaque repas. Et la deuxième chose, c'est que vous avez 2 sources de carburant. Soit il y a une forte proportion de glucides, donc des pâtes, du riz, du pain, soit vous avez une forte propension aux lipides, donc du beurre, du ghee, de la graisse de canard, mais aussi par exemple une viande grasse. Et qu'il va falloir faire un choix entre les deux parce que les deux ensemble, c'est de la bombe atomique pour votre organisme. Et si je dois terminer, évidemment, je vais vous pousser à réduire la quantité de glucides, puisque j'estime que c'est l'alimentation santé, comme j'ai pu vous l'expliquer, et d'avoir toujours dans votre assiette une petite portion de riz, une petite portion de pâtes, une petite portion de pain pour ceux qui voudraient être en low carb. Ceux qui seront en cétogène et carnivores n'en auront pas, évidemment. Mais avoir toujours dans votre assiette en visu une belle portion de viande, une petite source de féculents qui ne fera pas office de satiété, mais
office de plaisir. Et à côté de ça, un apport de matière grasse pour nourrir votre organisme durablement et vous apporter les vitamines liposolubles, lesquelles nous sommes tous très carencés, vitamines A, D ou K. Voilà pour un petit résumé, on va dire. Très bien. Bon, eh ben écoute, merci Salomé. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. Alors, mettez-moi en commentaire si vous préférez qu'on fasse un live avant la deuxième vidéo ou pas. Sachant que si on fait un live, ça va vous permettre de poser toutes les questions que vous vous posez par rapport à ce qu'on a abordé dans cette vidéo. Et donc en fonction de ce live et des questions que vous aurez posées, eh bien on pourra faire une deuxième partie de vidéo qui sera adaptée et qui tiendra compte de vos questions éventuelles. Et si en grande majorité vous préférez avoir tout de suite la deuxième partie de cette vidéo, eh bien nous allons avec Salomé nous retrouver pour vous proposer cette deuxième partie et le live, eh bien, on le fera éventuellement après cette deuxième partie. Merci en tous les cas d'avoir suivi cette vidéo, merci à Salomé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.